Buongiorno a tutti. Ce sont les seuls mots en français, en italien que je dirais. Je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser d'abord. Merci au comité technique de nous avoir invités, moi-même et Richard Marchal. Un grand merci encore. Un grand merci à mes collègues de Perdomini IOC italien d'inviter des collègues français et de Champagne. Ça fait toujours plaisir de se retrouver ici en Italie. On va vous parler en théorie avec Richard donc de l'impact du changement climatique sur le vin. Je me demande si le changement climatique s'est pas arrêté en Vénétie, parce que depuis qu'on est arrivé ici, il fait 20 degrés et il pleut. Donc peut-être que le changement climatique s'est arrêté au nord de l'Italie. En fait, on va vous donner deux exemples. Et pour commencer, c'est presque maintenant une commodité de regarder ce type de figure. Hein. Je pense que vous êtes tous au courant des bouleversements qu'on est en train de subir. Ici, j'aime bien ce schéma parce qu'il représente une synthèse de divers modèles mathématiques. Je crois qu'il y en a 5 derrière là. 5 modèles mathématiques qui prévoient comment seront les rendements agricoles dans les 30 prochaines années. Et vous voyez qu'au-dessus du 45e parallèle, qui doit être à peu près ici, hein, là c'est le tropique du Cancer, je pense, et tout ce qui est en bas est dans une zone rouge, c'est-à-dire que toutes les cultures qui sont à partir de cette zone, sous cette zone, seront en négatif. C'est-à-dire qu'il y aura des pertes de rendement de 5, 10, 20, 30%. Et ça, ce travail a été fait sur toutes les grandes cultures que l'on connaisse, c'est-à-dire le soja, le riz, la pomme de terre, le tournesol, le millet pour les pays africains, etc. Donc un vrai désastre. Hein. J'entends par là que ce n'est pas un effet de mode, hein, le changement climatique à l'évidence. Et c'était juste un petit rappel qui, j'espère, ne vous empêchera pas de digérer le repas. Concernant ce réchauffement climatique, il y a des centaines et des milliers de papiers qui sont publiés par an, des congrès, etc. Et c'est un vieux projet, ce projet de réchauffement climatique. Regardez ici un projet publié en 2022 ici, mais qui est un projet en fait de 10 ans. 10 ans d'âge. Et vous voyez ici des exemples de workshops, de livres qui paraissent sur Internet, il y en a plein tous les jours, qui parlent de ce souci. Alors ici, on a une chose à retenir de ce problème, c'est que il est dit qu'au-delà de 2 degrés, les impacts sur au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, hein, au-delà de 2 degrés, les impacts sur les écosystèmes seront irréversibles. Enfin, ça sous-entend peut-être que d'autres écosystèmes vont se mettre en place, à l'évidence. Mais voilà un peu ce vers quoi on va. Alors cette petite courbe, vous la connaissez tous. Hein, ça, c'est l'ère dit pré-industrielle, hein, qui est la référence, c'est 0 degré. Là, la moyenne au monde, dans le monde, est une augmentation de 1,2 degré sur 5 modèles mathématiques, hein, qui sont 3, ici j'en vois 3 américains et 2 européens. Et ça, c'est la moyenne du monde. Mais je sais qu'en France, par exemple, on estime déjà à 1,6 degré au-dessus de la normale. Hein. Et si vous êtes intéressé, sachez que ce genre de site, il est rafraîchi tous les mois. Donc tous les mois, vous pouvez voir en ligne comment évolue la température de la planète. Alors si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du vin et de la vigne, hein, enfin de la vigne d'abord et du vin en conséquence, la cause majeure, c'est une seule diapo. Évidemment, on pourra en mettre 100 de diapos, mais une seule pour dire que ceci est dû évidemment, ce réchauffement climatique, c'est un problème d'équilibre énergétique au sein de la planète, hein, dû essentiellement aux effets de gaz à effet de serre, avec comme conséquence des réchauffements de l'atmosphère et de l'océan, vous savez tout ça, auxquels s'ajoutent d'autres phénomènes comme les déforestations excessives, les changements dans les habitudes des grandes cultures, etc. Alors si on regarde au niveau de la vigne, eh ben, les grandes variétés de cépages qui sont plantés dans certains endroits commencent déjà à ne plus être à leur place, et on commence déjà même à changer de vigne. Hein. J'entends par là, je vais vous donner un exemple, celui que je connais le mieux, qui est la Champagne. En Champagne, on a commencé à faire des expérimentations depuis plus de 10 ans maintenant, sur des centaines de cépages différents et de variétés de vignes différentes. En 2023, il sera autorisé, à titre expérimental, de vinifier du Voltis, hein, qui n'est pas un cépage, qui est une variété qui n'est pas Vitis vinifera, qui vient d'un programme qui s'appelle Resdur, Resdur 1. Et les gens seront autorisés à mettre 10% de ce
cépages dans leurs assemblages. Donc ça prouve que les choses bougent pratiquement, de manière pragmatique. Des gens disent carrément que le pinot noir en Bourgogne, par exemple, dans 20 ans ne sera plus à sa place, et on mettra des cépages comme du Grenache ou du Mourvèdre. Au-delà de ça, on constate déjà des modifications au niveau des vins et des jus que l'on élabore, des modifications des précurseurs d'arômes et des arômes eux-mêmes, des balances d'acidité, sucre qui sont modifiées, et évidemment des accroissements du degré potentiel alcoolique avec des solutions. Alors tout ça, ce sont des solutions, ce que je vous propose ici, comme par exemple tout simplement de décroître le degré alcoolique quand il est trop élevé. Il existe déjà des techniques bien connues. Hein. Et si on va un peu plus loin, maintenant, on peut se poser la question, effectivement, de qu'est-ce que sera le mot terroir actuel dans 20 ans, qu'est-ce que sera une AOC, une appellation d'origine contrôlée dans 20-30 ans, qu'est-ce que sera une indication géographique protégée. Alors ça concerne que les vieux pays viticoles, si j'ose dire, il est clair que, mais comme je suis en Italie, je me permets de poser la question. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est une synthèse de 2 publications que l'on a faites avec mon collègue ici, Richard Marchal, et 2 autres collègues de l'IOC d'Épernay et un consultant qui s'appelle Michel Dumoulin, sur les défauts émergents pour les vins effervescents. C'était une question qu'on nous avait posée, l'éditeur de cette revue nous avait posé la question. C'était essentiellement pour les vins effervescents. Mais en fait, ce que je vais vous dire concerne aussi les vins tranquilles, hein, sans aucun problème. Alors, l'exemple s'appuie sur ce que l'on connaît le mieux, nous, la Champagne. Et je vous montre ici, dans ce petit rectangle jaune, ce qui se passe depuis l'an 2000. Alors, depuis l'an 2000, les vendanges se font environ 20 jours en avance depuis les années 70. Donc, on a 20 jours d'avance. On note une amplification des maladies cryptogamiques, l'une la plus, si j'ose dire, qui a gêné beaucoup les champenois, mais pas que les champenois, c'est ce qu'on appelle la maladie des arômes de champignons frais, hein, avec l'octénone, et je vous passe les détails, mais ça touche pas seulement le Champagne, hein. L'Alsace a souffert de ça, la vallée de la Loire, mais aussi le sud de la France ont eu des maladies de ce type. On note, comme je vous le disais, un accroissement du degré alcoolique, la baisse de l'acidité totale, la fermentation difficile parfois, avec comme argument les déficiences en azote, et puis des instabilités qui commencent à s'accroître, la stabilité tartrique et les instabilités colloïdales. Et c'est les 2 exemples donc sur lesquels je voulais m'appuyer pour cette petite présentation. On va parler d'abord de l'instabilité tartrique, et on verra qu'on va parler surtout de l'instabilité au tartrate de calcium. Pourquoi je ne vais pas insister sur le bitartrate de potassium? Parce que pour moi, on a déjà des solutions qui marchent très bien, et l'instabilité au bitartrate de potassium est réglée depuis longtemps. Pour beaucoup, on découvre ou on redécouvre l'instabilité au tartrate de calcium, et donc voilà pourquoi je voulais appuyer cette présentation sur ce fait particulier. Alors pourquoi on est obligé de stabiliser les vins en tartrate de calcium? Alors j'entends ce sont surtout les vins tranquilles et les vins effervescents, blancs et rosés. Hein? Pourquoi? Parce que quand un client voit des cristaux de tartrate de calcium dans son vin, eh bien, il peut y avoir un problème de légal. C'est-à-dire pour lui, la personne a surchaptalisé. Parce que tout simplement, le client ne sait pas que le sucre est quasiment soluble à l'infini dans l'eau ou dans le vin. On peut dissoudre, vous savez, 2 kilos de sucre dans l'eau. Mais le client n'est pas censé le savoir. Et quand il voit des cristaux, pour lui, mon cher fournisseur m'a mis un peu trop de sucre. L'autre idée que se fait parfois le client ou le consommateur, c'est de dire il y a des particules dans mon vin, c'est peut-être du verre. Et là, c'est beaucoup plus grave, parce que pour lui, le préjudice est sanitaire. Hein. C'est un problème hygiénique dans ce cas-là. Et puis, on a le problème qui touche non seulement le client, mais aussi le producteur. Et le producteur, c'est quand il ouvre sa bouteille et que ça gicle, comme on voit ici, hein, c'est les phénomènes de gerbage. Tous les gens qui font des vins effervescents ont tous, je pense, vécu cette situation. Là, elle est assez exceptionnelle, mais elle existe à tous les niveaux. Et donc, c'est ce problème de gushing, hein, de gerbage.
et qui vous fait perdre du temps, de l'argent, de l'image, de la qualité, parce qu'il ne faut pas oublier que quand du vin sort de la bouteille, c'est de l'oxygène qui rentre, et donc d'une bouteille à l'autre, vous pouvez avoir des niveaux de qualité extrêmement variables, extrêmement dommageables pour l'image. Donc il est clair que le problème de la stabilité tartrique est un problème qui doit être résolu avant de mettre la bouteille sur le marché. Alors pourquoi on note un accroissement des précipitations de tartrate de calcium dans les vins depuis quelques années? À l'IOC, à Épernay, on fait une synthèse de données que l'on a ça, et on a vraiment un accroissement des problèmes de gerbage. Mais on note, et ceci à travers le monde, un accroissement des cristallisations de tartrate de calcium. Bon, si on voit le tartrate de calcium, et vous connaissez tous cette chimie-là, hein, le tartrate de calcium, c'est ce sel ici qu'on a noté CAT. Il se forme tout simplement par la combinaison du calcium libre qu'il y a dans le vin et du tartrate, donc la forme totalement ionisée de l'acide tartrique, pour cristalliser quand il peut. Et quand on revient à notre sujet d'introduction, l'impact du réchauffement climatique, on note qu'il y a, depuis un certain temps, les accroissements de calcium dans les jus de raisin, l'accroissement de l'acide tartrique, donc deux éléments qui contribuent à la formation du tartrate de calcium. On note des accroissements de pH. C'est pas encore visible en Champagne, mais souvenez-vous de la présentation de Pierre-Louis Tessède ce matin. Hein. Il montrait, que ce soit pour des vins du Languedoc ou des vins australiens, des augmentations de pH de 0,2 à 0,3 unités pH, ce qui est monstrueux sur une dizaine d'années. Et on note ici, et ça c'est moins connu, c'est connu qu'on a une baisse de la quantité d'acide malique dans les vins, mais on ne sait pas que, obligatoirement, ça a un impact aussi sur la stabilisation des vins au tartrate de calcium. On va y venir dans le détail par la suite. Alors, le calcium, comme je vous le disais, il se forme ainsi, par combinaison du tartrate et du calcium. Et quand on regarde l'accroissement de l'acide tartrique, ici sur 20 ans, on passe de 7 grammes à 7,8 grammes sur une vingtaine d'années. Quand on regarde les accroissements de calcium sur 20 ans, on passe d'une moyenne de 80 mg à près de 100 mg, donc 20%, plus de 20% de calcium en Champagne. Alors, c'est assez complexe de savoir pourquoi le calcium augmente. On sait par contre que les stress thermiques jouent énormément sur les membranes des cellules de la grappe, et donc le flux du calcium est extrêmement perturbé, et ceci peut expliquer entre autres l'entrée facilitée du calcium. Mais ce qui est clair, et s'il y a, je crois, une seule phrase à retenir vis-à-vis de ces augmentations d'acide tartrique et de calcium dans les baies de raisin, c'est essentiellement le fait qu'il y a de l'évapotranspiration. J'entends par là que plus il fait chaud, il est clair que plus la grappe maigrit, si j'ose dire, et on concentre de manière presque naturelle tous les éléments qui sont présents, dont l'acide tartrique et le calcium. Donc, je vous disais, il n'y a pas d'effet pH en Champagne encore visible. Par contre, il y en a beaucoup ailleurs. Et on a une très forte vision, nous, sur ce qui se passe dans le sud de la France. Et les pH sont vraiment très élevés. Et des instabilités au TCA sont très élevées. Et regarde ici le très beau travail qui a été fait par les Australiens il y a près de 30 ans maintenant par l'équipe de Geoffrey Scolari avec Anthony McKinnon ici. Regardez ce graphe-là. Vous voyez une solution hydroalcoolique qui contient de l'acide tartrique et du calcium sous la forme de chlorure de calcium. On est à pH 3,1. À pH 3,1, ça ne cristallise pas. Et si on passe à pH 3,2, on commence à cristalliser. À pH 3,3, ce ne sont pas énormes les variations de pH. On cristallise encore plus, etc., etc. Et vous voyez ça ici, on a un effet cinétique qui est une fonction du pH. Plus le pH est élevé, plus ça va vite à cristalliser. Et plus le pH est élevé, plus on cristallise. Un effet, j'allais dire, thermodynamique, en fait. Ce qui est normal. Hein. Plus le pH augmente, plus l'acide tartrique se ionise sous la forme tartrate. Et c'est lui qui va faire que le tartrate de calcium va se former. D'accord ? Donc l'effet pH, ici, je vais vous montrer ici les courbes d'ionisation de l'acide tartrique. Vous voyez ici le tartrate, cette molécule, cette entité qui est ici, le tartrate, et l'évolution de cette concentration du tartrate en fonction du pH. Vous voyez qu'à pH 3, qui est un pH courant en Champagne, la quantité de tartrate
est voisine de 1 à 2%. Quand on a un pH 3,4, qui est la valeur maximale que l'on observe en Champagne actuellement, on passe non pas de 1 à 2%, mais on passe à près de 8%. C'est-à-dire que le changement de pH, en passant de 3 à 3,4, nous fait multiplier par 3 les concentrations de tartrate. Donc vous voyez l'effet extrêmement important et délétère, si j'ose dire, du pH sur les risques de formation de tartrate de calcium. Or, d'autres éléments d'autres critères sont à apprécier, comme l'acide malique. Vous savez que l'acide malique diminue actuellement. Il diminue pour des raisons de surmaturation, si j'ose dire. Il est métabolisé et diminue en concentration dans le temps. Ici, c'est Maria et Fatima Marquez et toujours l'équipe de Anthony McKinnon en Australie qui ont fait des travaux sur l'induction du tartrate de calcium, c'est-à-dire le temps à partir duquel on observe des cristaux, quelle que soit la méthode d'observation. Et vous voyez que quand il prend une solution hydroalcoolique saturée en sursaturant tartrate de calcium, il voit une observation de cristaux au bout de 13 minutes. S'il met de l'acide malique, 3 grammes par litre, qui reste dans le domaine œnologique, les cristaux n'apparaissent qu'au bout de 93 minutes. C'est-à-dire que l'acide malique s'oppose à la cristallisation du tartrate de calcium. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, l'acide malique est un très bon chélateur du calcium, et donc le tartrate ne voit plus le calcium libre qui est chélaté par l'acide malique. Et ceci est aussi vrai pour l'acide gluconique. Alors l'acide gluconique, on préfère pas en avoir. Hein. Vous voyez que pourquoi je dis ça? L'acide gluconique étant lié à la présence de flore qu'on ne souhaite pas avoir, comme Botrytis cinerea. Mais ceci est vrai aussi pour les autres acides uroniques, comme l'acide polygalacturonique, hein, et donc les pectines. Et ce qui me fait penser que il est remarquable qu'il y a beaucoup plus de cristallisation dans les vins effervescents que dans les cristallisations de TCA, que dans les vins tranquilles, parce que tout simplement on a une tendance à vendanger plutôt les vins, les jus, les raisins qui vont servir à faire des vins de base pour les effervescents, que les vins blancs tranquilles classiques. Et ceci se traduit par une plus grande quantité de pectine et donc d'acide polygalacturonique dans les vins tranquilles que dans les vins de base, comme les vins de base champenois ou le Franciacorta par exemple. Donc il y a moins de protection par les dérivés pectiniques, si j'ose dire, de l'instabilité au tartrate de calcium comparé aux vins de base pour les effervescents. Alors, il n'y a pas quand même péril à la demeure, parce qu'il existe quand même des solutions à ces soucis de tartrate de calcium émergents. Il y en a, je ne sais pas, une vingtaine au moins. Volontairement, j'en parlerai que de 2, et très rapidement, parce que je dois laisser la place à Richard. Et, je n'ai retenu que 2 techniques qui ne sont pas considérées comme des techniques additives. Vous savez qu'à la fin de l'année, bon nombre d'entre nous sont obligés de mettre ce qu'ils mettent dans leur vin et leur jus de raisin en tant qu'additif. Donc ce sont 2 techniques qui utilisent des auxiliaires technologiques. Voilà pourquoi je les ai choisis. Mais si vous voulez m'interroger par la suite sur d'autres choses, n'hésitez pas. La première est une technique que j'aime bien, c'est l'acidification biologique. Vous avez vu l'effet pH, qui est un paramètre extrêmement important pour initier les cristallisations de tartrate de calcium. Et je vous montre cet exemple ici d'une levure qui s'appelle la Chancea thermotolérance, je pense que vous connaissez tous. Alors Père Domini, je sais qu'il a ça dans son portefeuille, il s'appelle IOC Boréal, et vous voyez l'effet assez spectaculaire sur la réduction de pH. Ici, c'est un vin rouge. Vous voyez le vin rouge ici, qui est juste ensemencé par l'IOC 18-2007, où son pH oscille entre 3,3 et 3,4. Et quand vous avez mis au préalable, Boréal, cette Chancea, vous voyez que le pH tombe à 2,9. Et ceci se traduit en fait, cet effet pH est une conséquence de la présence de la synthèse d'acide lactique. Donc ça peut être une méthode, je trouve, relativement élégante pour faire baisser le pH et vous tranquilliser au niveau de la stabilisation tartrique. Une autre solution est une solution qui est plus vieille, mais qui marche très bien, pour pas dire toujours,
c'est l'ensemencement par un double sel qui est le bitartrate de potassium et le tartrate de calcium. Tout le monde connaît la stabilisation par ensemencement au bitartrate de potassium. C'est moins connu que l'on peut ensemencer au tartrate de calcium, mais on peut aussi ensemencer avec le double sel, le bitartrate de potassium et le tartrate de calcium. Et dans ce cas-là, en une étape, par le froid, on est capable donc de stabiliser les deux sels tartriques, bitartrate de potassium et tartrate de calcium. Et ça se fait, vous connaissez cette technique, c'est une technique de froid que vous pouvez faire à 0, à -1, -3, -4 degrés. Et je vous donne ici un exemple de résultat. Ici, c'est un vin de bâche champenois où les gens ont travaillé sur 300 hectolitres. L'essai, c'est plus un essai à 300 hectolitres. Mais il y a eu donc deux cuves qui ont été traitées sans ensemencement ou avec le double sel, tartrate de calcium, bitartrate de potassium, ce qu'on appelle le duostave. Et vous voyez donc, je passe tout de suite au résultat, vous voyez donc le vin avant le traitement, il contenait environ 580 mg de potassium. Sans ensemencement, le vin s'est stabilisé au bitartrate de potassium et il reste pareil, il diminue aussi quand on ensemence au bitartrate de potassium. Par contre, quand on regarde au niveau du calcium, sans ensemencement, la quantité de calcium reste la même que l'initiale, à l'erreur expérimentale près. Et par contre, on note une forte diminution du calcium parce qu'on a stabilisé en même temps que le bitartrate de potassium au tartrate de calcium. Donc en une étape, on a stabilisé les deux sels tartriques. Bon, je conclus là pour donner le micro à Richard. À l'évidence, donc, le calcium, comme l'acide tartrique ou le pH, sont en accroissement, je pense, à travers le monde, par ces effets de réchauffement climatique. Donc, l'acide malique est à considérer, et d'autres variables cachées, si j'ose dire, sont aussi à considérer. Et tous ces paramètres contribuent plus ou moins à long terme à une instabilité tartrique vis-à-vis du tartrate de calcium dans les vins, qu'ils soient tranquilles ou effervescents. Des solutions existent déjà, des solutions plus ou moins vertes, comme l'électrodialyse ou l'échange d'ions, des stabilisations par l'ensemencement. Et il y en a d'autres plus innovantes et assez élégantes, comme cette acidification biologique, en sachant qu'il faut qu'elle réponde aussi à un objectif produit. J'entends par là que, comme le fait que l'on ensemence, on modifie les objectifs sensoriels du vin, il est clair qu'une acidification biologique peut vous faire modifier le comportement sensoriel de votre vin, et dans ce cas-là, c'est à vous, œnologue et chef de cave, à prendre la décision d'être une solution ou pas. Maintenant, un important problème reste à solutionner, c'est la mesure du risque, la quantification du risque. Alors c'est un travail qui est en train d'être fait à l'IOC avec d'autres, d'ailleurs ici dans cette salle, je sais. Et donc il est clair qu'avant de prendre une décision sur quelle est la solution que je dois mettre en œuvre, c'est de déterminer quel est mon niveau de risque d'avoir la présence de cristaux dans mon vin quand il sera sur le marché. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à mon collègue Richard. Bonjour à tous, merci de votre accueil ici et de cette organisation et nos forums. C'est toujours un plaisir de venir en Italie et de voir surtout un public très nombreux. Merci aussi d'avance à Federica pour la traduction. Je sais que vous êtes nombreux en Italie et dans cette salle autour du vin à parler français ou à comprendre le français. Donc je vais m'exprimer relativement lentement en français, qui est pour moi plus facile que l'anglais, et qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir suivre la présentation. Que je n'ai plus. Voilà, qui revient. Donc la présentation et la question s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été présenté préalablement par Bertrand, également de ce qu'on a pu entendre depuis ce matin et dans de nombreux congrès autour de l'impact du réchauffement climatique et des impacts de ce réchauffement, quelle qu'en soit l'origine, ce n'est pas la discussion, c'est bien sûr l'impact sur la composition du vin
et donc ses propriétés sensorielles. Donc une des propriétés sensorielles, on vient de le voir, ça peut être l'apparition de cristaux, donc ça vient modifier la perception visuelle qu'on a du vin. Et je vais vous présenter quelques résultats qui concernent un autre aspect de l'apparence, l'aspect visuel du vin, qui concerne l'apparition de troubles en bouteille. Et donc les résultats présentés vont concerner les vins blancs et les vins rosés. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années, relativement récemment, finalement depuis 2017, et sur lequel on a déjà communiqué au niveau de différents événements, au congrès Macro-Wine qui a eu lieu à Verona en 2021, qui était hélas un congrès en ligne, également les congrès scientifiques qui se tiennent à Dijon, le Wine Active Compound, c'est l'année dernière en 2022, et on a écrit un article de synthèse à destination des œnologues qui a été publié dans la revue des œnologues fin de l'année dernière, et on va présenter des résultats qui concernent les dernières vendanges que j'ai réalisées en Espagne, où j'ai vécu quelques mois, et qui concernent un cépage qui est très sensible à la casse protéique, qui est le muscat d'Alexandrie. Alors, depuis quelques années, on voit des études qui commencent seulement à apparaître concernant l'impact du réchauffement climatique sur l'apparition des troubles en bouteille. Effectivement, on parle depuis longtemps du réchauffement climatique, mais déjà on ne l'a pas tous les ans. Je sais qu'on a des années un peu particulières. 2017 a été une année très particulière dans beaucoup de régions. 2021, beaucoup de régions ont été touchées également par le mildiou. À l'inverse, une année comme 2020, l'année de la Covid, on a commencé les vendanges en Champagne le 17 août, qui sont des dates qui étaient impensables il y a quelques années. Et on commence à avoir des études sur l'impact des réchauffements qui sont récentes, parce qu'elles remontent ici à 2016 et 2019. C'est une étude qui a été réalisée sur le sud-ouest de la France, avec de nombreux cépages, qui a été réalisée par des collègues qui sont dans la région de Toulouse et qui travaillent effectivement sur le même sujet de la casse protéique. Donc c'est un sujet qui est étudié dans le monde entier, qui concerne tous les pays. On a un petit peu de soleil, donc nous on est un petit peu moins concernés dans la région Champagne qui est plus au nord, mais on va travailler avec des vins qui viennent du sud de la France, donc des rosés de Provence, qui viennent de Bourgogne, d'Alsace avec le Gewürztraminer, l'Espagne avec le Muscat ou le Val-de-Loire avec le Sauvignon, qu'on a également, le Sauvignon de Saint-Brie, dans le nord de la Bourgogne. Alors les composés essentiellement impliqués dans la casse protéique, enfin dans le trouble qu'on l'observe visuellement, ce sont des protéines. C'est pour ça qu'on parle parfois de casse colloïdale, on parle aussi de casse protéique, parce que ce sont les principaux composés, et ce sont essentiellement des composés d'origine végétale. Alors, la composition d'un jus et d'un vin en protéines varie éminemment, selon bien sûr la variété, selon le cépage, selon le niveau de maturité au moment de la vendange, c'est-à-dire qu'on a un fort impact du millésime également, selon la façon dont on va récolter, transporter. On peut avoir les récoltes manuelles ou mécaniques, on peut avoir un centre de pressurage à proximité des vignes ou beaucoup plus distant. Et on a aussi d'autres paramètres qui sont moins documentés, sur lesquels on a très peu de données, très peu d'études, et surtout on manque d'études collaboratives, interrégionales ou internationales, pour avoir des études statistiques beaucoup plus consistantes sur ce problème de la casse protéique. On a souvent une étude qui est faite dans une région sur un ou deux cépages, et on a du mal à généraliser et à comprendre ce problème de la casse protéique. Donc de très nombreux travaux ont été réalisés, notamment par les collègues australiens qui ont mis de gros moyens humains et financiers pour aborder cette question. Mais aujourd'hui, au chai, on a toujours quand même des problèmes pour savoir comment gérer, avec quel test doit-on réaliser, avec quel test doit-on travailler, sur quel test laboratoire doit-on s'appuyer pour prendre une décision d'un traitement à réaliser sur jus de raisin ou sur vin. Donc on a bien sûr différentes manières d'insolubiliser les protéines. On a de manière classique la dénaturation thermique, qui est un test largement pratiqué. On peut également ajouter des tanins, on peut également procéder par acidification de la matrice, une acidification qui est brutale et qui, là encore, on va voir, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc si on regarde ce qui se fait dans la littérature, on voit qu'on a essentiellement un test à la chaleur, à 80 degrés, avec des modalités qui vont de 30 minutes à 6 heures. Lorsqu'on regarde
laboratoire d'œnologie conseil et lorsqu'on regarde de près les tests qui sont réalisés au niveau des sites de production, on est encore sur des tests comme le Mintotest ou le Protocheck, sur des tests par acidification, des tests à la chaleur avec des protocoles relativement variables au niveau de température, au niveau de temps, et on est également parfois sur des tests où on associe la chaleur et des tanins. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur le test à la chaleur? Simplement parce que le trouble qui apparaît en bouteille n'apparaît pas suite à une acidification brutale, n'apparaît pas suite à une adjonction très brutale de tanins. Bien sûr, on peut avoir des tanins impliqués, mais ce n'est pas comme lorsqu'on ajoute 400 ou 500 mg par litre de manière très brutale. Donc on s'est basé sur le test à la chaleur parce que c'est suite à des événements caniculaires qu'on observe ces troubles en bouteille. Tout de suite, on peut pointer du doigt le centre de la question, c'est l'effet cépage, qui peut être illustré ici avec deux cépages, le Gewürztraminer et le Sauvignon. J'aurais pu vraiment prendre d'autres cépages de vin rosé ou de vins riches en composés aromatiques comme le muscat. Et on voit ici qu'on a des courbes qui sont très différentes entre le Sauvignon et le Gewürztraminer. Je vous ai montré ici 80 et 160 unités de trouble pour des conditions assez comparables de chauffage ou de temps de chauffage. On voit qu'on a un impact du temps de chauffage et un impact également de la température de chauffage. Donc c'est pour ça qu'on a une grande variabilité au niveau des tests employés. Et un point aussi relativement important que je souhaite souligner par rapport à ce test à 80 degrés, puisque c'est le test le plus utilisé, c'est qu'au-delà d'une certaine température de chauffage et au-delà d'un certain temps de chauffage, on provoque l'agrégation de particules de protéines qui sont déjà insolubilisées. Et cette agrégation, ça correspond un peu comme on met de la caséine à un pH qui ne lui convient pas, acide. On voit qu'on a une agrégation, on a une formation de petites particules très condensées, et on a une diminution parfois du trouble observé par agrégation justement de ces coagulats formés de protéines. Autre difficulté, on voit aussi que selon la température à laquelle on chauffe le vin, on voit que lorsqu'on isole les flocculats, on n'a pas la même composition. On voit toute la difficulté de se focaliser sur l'étude des protéines dans la mesure où les flocculats ont des compositions très variables selon qu'on va faire des prélèvements en début de pressurage, en milieu ou en fin de pressurage, selon la maturité, selon le test qu'on va réaliser derrière. On voit qu'on a des compositions qui sont très différentes. Donc on appelle ça, certes, une casse protéique parce que ce sont les composés les plus impliqués, mais la composition des flocculats est quand même très variable d'un vin trouble à un autre. Citons également l'étude qui a été réalisée par un de nos collègues, Eric Meistermann, qui travaille sur l'Alsace, proche de la frontière allemande, dans l'est de la France. Étude collaborative avec différents centres et avec de nombreux cépages, donc une très jolie étude qui a été menée où on a essayé de mettre en corrélation le chauffage des vins, 30 minutes à 80 degrés, et puis le comportement des vins lorsqu'ils sont conservés pendant 2 mois à 35 degrés. Et on voit dans ce graphique qu'on n'a aucun nuage qui se dessine particulièrement, ni par couleur, ni par cépage, ni par temps de chauffage. Donc on a un petit peu du mal à s'y retrouver. On sait simplement que le test à 80, au moins dans cette étude, et c'est souligné dans vraiment de nombreuses études par des scientifiques et des techniciens du vin qui disent on a du mal à montrer des relations entre le comportement d'un vin en bouteille et les tests réalisés en laboratoire. Donc on peut se poser de ce fait la question de la validité du test à 80 degrés. Mettons de côté pour le moment les effets composition du vin par rapport aux protéines, par rapport au pH, même si ça semble donner quelques corrélations. On va mettre de côté tout ce qui est acidité totale ou force ionique. On va vraiment se focaliser sur le test à la chaleur, sachant très bien que dans la plupart des études, on a 1 ou 2 tests à la chaleur qui sont réalisés. Donc le but de cette étude, c'était vraiment de travailler sur un grand nombre de tests et de tenter de voir quels étaient les tests à la chaleur, quels étaient les couples temps-température qui étaient les plus corrélés au comportement du vin. Et on a travaillé pour ça pendant plusieurs années et sur plusieurs cépages. Donc reprenons ici pour bien comprendre la difficulté. C'est la suite d'une précédente diapositive. Ici, on est uniquement sur un cépage qui a été chauffé à différentes températures, de 40 à 80 degrés Celsius.
Et on voit qu'on commence à 40 degrés, on a 50 unités de trouble pour les valeurs maximales. À 45 degrés, on monte à 60, puis 150 et on finit par 160 NTU. Donc on a un rapport en gros de 1 à 3 entre un épisode caniculaire qui sera à 40 degrés, qui est déjà quand même une température très élevée pour un vin, parce qu'à 40 degrés, on commence à avoir des bouchons qui sortent, on a parfois des bouteilles couleuses, on a des phénomènes d'oxydation accélérés qui se mettent en place, donc on n'a pas que le problème du trouble qui apparaît, on a d'autres soucis. Et on a un test à 80 dont on voit qu'il est quand même très éloigné de ce que peuvent subir les protéines comme traitement thermique dans un vin. On peut faire la corrélation avec un œuf. Vous prenez un œuf, vous le chauffez à 40 degrés, 50, 60 et jusqu'à 80, et vous allez voir que la consistance du blanc est très différente. Donc on va modifier bien sûr la nature des précipitations uniquement par la température et par le temps de chauffage. Donc ça reste des protéines, certes, on a des concentrations plus élevées, mais on est dans le même cas de figure. Donc les couples temps-température qui ont été comparés sont les suivantes. On est à gauche ici sur les tests laboratoires, où on était globalement à 50 ou 80 degrés, sur des temps de 5 minutes à 1 heure pour 80 degrés, et pour des temps on est même allé un peu plus bas, on est allé de 10 minutes à 120 minutes pour les tests à 50 degrés. Et on a comparé avec des épisodes caniculaires. Donc à gauche, ce sont des tests qui sont réalisés dans des bains-maries, à droite, ce sont dans des étuves thermostatées, parce qu'on est sur des durées beaucoup plus longues, et on fait de 1 jour à finalement 12 jours à 35 degrés, 43 degrés, avec un passage préalable à 35, et on est même monté de manière peut-être un peu excessive à 46 degrés pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes de dénaturation. On va pouvoir illustrer, je ne prendrai ici que 2 exemples, on va pouvoir illustrer cette approche avec de nombreux tests par un exemple sur du Sauvignon, dans le Val-de-Loire, qui est vraiment le fief du Sauvignon en France, au sud de Blois et à l'est d'Amboise. Et on voit ici qu'on a en vert les tests caniculaires, avec des turbidités qui restent relativement faibles, surtout si on est sur 38 degrés. Après qu'on monte à 42 degrés, bien sûr, on a une turbidité qui augmente légèrement, et si on passe à 46 degrés, on augmente encore. Néanmoins, on voit qu'on a un saut vraiment dans le comportement du vin lorsqu'on passe à 50 degrés. On a un saut qui est relativement important parce que ça correspond aux températures au niveau desquelles on insolubilise les protéines. On le verra par rapport aux travaux qui ont été réalisés par nos collègues de Montpellier, où ils sont allés étudier bien sûr les protéines qui étaient insolubilisées ou non insolubilisées lors de différents traitements thermiques. Et lorsqu'on monte à 80 degrés, on se rend compte que là encore, on augmente considérablement la température, et ce, d'autant plus qu'on va augmenter le temps de chauffage. Donc si on prend l'exemple de 4 jours à 38 degrés, et on va prendre une demi-heure à 80 degrés, on voit qu'on augmente d'un facteur 11, on passe de 3 à 33 NTU, et on multiplie par 11 la valeur du trouble. Donc la question est, comment est-ce qu'à 80 degrés on peut traduire cette réalité ? Si on prend par rapport à un test à 42 degrés, on augmente quand même d'un facteur 8. Donc on voit qu'on est considérablement plus élevé. Si maintenant on vient faire sur un nombre de vins relativement plus important, de plusieurs cépages et sur 2 ans, sur le graphique on était alors sur 2 ans, on vient comparer les tests à 50 degrés et les tests à 80 degrés avec les tests caniculaires. Si on prend un test où on va monter à par exemple 35 degrés ou 43 degrés, on voit, alors je ne sais pas si on peut suivre avec la souris. Vous l'avez ? Ouais. Donc on voit ici qu'on a des corrélations qui ne sont pas forcément très mauvaises à 80 degrés. On tombe ici à 0,91, qu'on vient comparer 1 heure, ou si ici on est à 30 minutes, on est sur des corrélations qui sont aux alentours de 0,91, 0,95. Si on monte ici 1 heure à 80 degrés, on tombe à 0,88, donc c'est déjà plus bas. Alors que pour les tests à 50 degrés, on a des corrélations qui sont beaucoup plus élevés. On est sur du 0,98, 0,99. Et donc le test de 2 heures à 50 degrés montre ici qu'on a une corrélation avec les tests caniculaires qui sont bien plus intéressantes que les corrélations obtenues avec des tests à 60 degrés. À 80 degrés. Alors malgré tout, lorsqu'on pratique ces tests à 50 degrés, on voit qu'on garde une marge de sécurité relativement confortable, même très confortable, dans la mesure où, si on vient et qu'on fait un petit marche arrière, on voit ici que les valeurs en orange
sont déjà quand même nettement supérieures aux valeurs qu'on peut avoir ici en vert. Donc on a une marge de sécurité qui est d'un facteur 2 ou 3, ça va dépendre des vins, et qui est néanmoins plus raisonnable que les marges de sécurité que propose le test à 80 degrés Celsius. Ici, c'est un autre exemple qui est à peu près comparable au premier, avec des vins peut-être un peu moins troubles, quoique on montait quand même à 40 ou 50 NTU. Ici, on a une quarantaine d'unités de troubles, et on voit qu'entre le test 42 degrés 4 jours et le test ici, une demi-heure à 80 degrés, on a un rapport de 1 à 10. Donc on a une surestimation d'un facteur 10 du trouble qui va apparaître en bouteille. Ici, c'est un tableau de corrélation où on prend en référence le test ici 38 degrés pendant 4 jours, plus un test de 1 jour, un passage caniculaire de 1 jour à 42, donc ça fait 5 jours en tout, avec des températures très élevées. Et puis vous avez les couleurs bleues plus ou moins denses qui vous montrent le facteur de surestimation du risque. Et on voit ici que quand on est sur les tests à 50 degrés, donc si on compare les épisodes caniculaires en vert avec les tests à 50 degrés, on est sur un bleu clair et on a malgré tout une marge de sécurité ici qui est d'un facteur 2 à 3. Si on monte à une demi-heure à 80 degrés, on passe sur des facteurs de 7, 10 et même 13. Donc, raison pour laquelle il faut certainement reconsidérer le test à pratiquer en laboratoire lorsqu'on doit faire des choix œnologiques. Donc, je tiens aussi à citer une étude qui a été réalisée par nos collègues du sud de la France, de Montpellier. Donc, vous allez retrouver également Eric Meisterman, qui est ici deuxième auteur avec notre collègue Aude Vernet, qui est bien connu. Et donc, un travail qui a été publié dans GCRIT Foodchem en 2020, un travail très récent, où on dit, voilà, on constate effectivement qu'au niveau mondial, le test une demi-heure à 80 degrés reste le test le plus pratiqué. Et néanmoins, les auteurs se posent la question de l'intérêt de ce test en disant effectivement que pourquoi pas une alternative qu'il a proposée qui est à 40 degrés Celsius, sachant très bien qu'à 40 degrés Celsius, ce n'est plus tellement un test de laboratoire, ça devient un épisode caniculaire, tel qu'on peut le réaliser, l'observer. Donc gardons néanmoins une petite marge de sécurité. Alors le travail qui a été réalisé par ces auteurs, un travail qui est très élégant, montre ici la concentration en protéines et la façon dont ces protéines sont insolubilisées en fonction du test à la chaleur. Et on voit que à 40 degrés, on va commencer à perdre des bêta-glucanases, d'autres protéines comme des chitinases qui sont les plus sensibles. Donc les travaux qui ont été publiés par nos collègues australiens nous disent que les chitinases et les tomatines-like protéines sont respectivement insolubilisées à 55 et 62 degrés Celsius, mais en réalité, ce sont des protéines qui sont isolées de leur matrice, isolées du vin. Lorsqu'on est dans un vin, on voit ici que très rapidement, avant 40 degrés, on a ici cette chute qui est très marquée pour les premières protéines. Et lorsqu'on arrive à 50 degrés, c'est ce que je mentionnais préalablement, on voit ici qu'on a une chute des protéines qui vient marquer. Et de manière plus dramatique, on voit que l'invertase, qui est une protéine importante, qui est présente, qui est originaire du raisin, on a aussi bien sûr de l'invertase de botrytis lorsque c'est contaminé, on a également de l'invertase levurienne, bien sûr, mais une des protéines majeures du jus de raisin et du vin, c'est l'invertase de raisin. Et on voit que lorsqu'on chauffe à 80 degrés, on a une insolubilisation, une disparition totale de l'invertase, qui est une protéine qui ne va jamais s'insolubiliser dans la réalité. Donc cette protéine va participer au trouble du vin, va participer à la NTU, la turbidité qui est mesurée, sachant très bien qu'on s'appuie sur cette turbidité pour prendre une décision œnologique, quel traitement mettre en place, et si c'est de la maintenite, quelle dose de maintenite. Donc plus on a une surestimation de cette turbidité, plus on va s'orienter vers des teneurs ou des doses de maintenite élevées qui ne sont pas nécessaires, d'où la nécessité de revenir à des tests qui sont peut-être plus raisonnables. Donc quelques mots de conclusion et puis de perspective également. Donc lorsqu'on a une estimation du risque de voir apparaître un trouble en bouteille, lorsque cette estimation est plus réaliste, il est bien certain qu'on peut faire des choix œnologiques qui sont également plus réalistes. Dans certaines conditions, et on le voit lorsqu'on se déplace dans les différents vignobles, on voit qu'on a des vignerons, des œnologues, des chefs de cave qui abandonnent la maintenite et qui ne voient pas de problème apparaître au niveau des vins. Donc, bien sûr, lorsqu'on s'adresse aux gens qui font toujours les traitements maintenite, les gens vous disent « je n'ai pas de problème parce que je traite ».
mais qu'aurait été la situation sans traitement. Et ceux qui ont abandonné les traitements ou les gens qui ont réduit les doses de bentonite peuvent attester qu'on n'a pas de problème. Encore faut-il ne pas aller trop loin dans ces décisions et s'appuyer sur un test qui garde une certaine marge de sécurité. De manière aussi très intéressante, c'est que si on estime le risque de trouble de manière plus réaliste, ça permet de s'orienter vers des alternatives à la bentonite. C'est-à-dire que ça ouvre la possibilité à d'autres utilisations, notamment des macromolécules qui sont, ont des origines relativement variées, d'origine végétale, d'origine fongique, d'origine levurienne. Donc on a des origines assez variées qui permettent effectivement de montrer, et ça a déjà été publié, qu'on a la possibilité d'utiliser ces macromolécules pour venir, par le rôle de colloïde protecteur, ce qui avait déjà été mentionné par Elizabeth Waters il y a presque 30 ans, par ces colloïdes protecteurs, on peut venir protéger le vin lorsque le risque est suffisamment faible. Maintenant, si le risque est élevé, évidemment, il faut rester sur les traitements qui permettent de juguler, les traitements qui permettent d'éliminer ce problème. Et évidemment, aujourd'hui, on reste soit sur des traitements thermiques qu'on appelle le cracking, qui est comme une flash pasteurisation, parfois couplé à des enzymes, les protéases, qui sont autorisées depuis maintenant 2 vendanges, ou la bentonite avec des doses, malgré tout, qui doivent être raisonnées. Donc, en conclusion de cette présentation, de cette deuxième partie qui concerne le risque de trouble en bouteille, les résultats qui ont été menés sur plusieurs années, plusieurs régions et évidemment de ce fait sur plusieurs cépages montrent qu'on peut s'orienter vers le test à 50 degrés qui doit être entre 1h et 1h30, qui permet d'avoir une marge de sécurité et qui propose surtout des traitements qui utilisent moins par la suite de bentonite, si on fait le traitement à la bentonite, et qui vont de ce fait moins dépouiller le vin, donc respecter plus la couleur du vin. Si on a des vins qui sont destinés par la suite à la prise de mousse pour faire des vins effervescents, c'est aussi la possibilité de garder plus de protéines solubles et de préserver en partie les propriétés moussantes qu'on va attendre des vins mousseux. Donc voilà, on reste sur 50 degrés, 1h à 1h30, et voici nos coordonnées à Bertrand et à moi-même, si vous voulez nous contacter, ce sera avec grand plaisir que nous répondrons à vos questions. Merci de votre attention. Grazie. Bene.